Salut les blaireaux, c'est Charles de Montigny, votre DS Coach. Aujourd'hui, mon ami, je te parle de 3 ressources gratuites pour apprendre la data science. Oui, gratuites, donc pour les cheap d'entre nous, c'est une vidéo à ne pas manquer. Des ressources gratuites, c'est parfait pour débuter. Ça te donne une bonne idée de si tu aimes la data science sans avoir à sortir d'argent de tes poches. Ceci étant dit, il y a plein de bonnes ressources sur Internet aujourd'hui qui ne sont pas gratuites. Mais ces ressources-là, ils vont vous faire sauver beaucoup de temps. J'en ai utilisé plein, j'en utilise encore aujourd'hui. Et je peux te dire que si j'avais pas eu ça, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui. Je souhaitais simplement faire la distinction parce que je ne parlerai pas de ces ressources-là aujourd'hui, donc Udemy, DataCamp, Coursera. Par contre, c'est à considérer si tu veux aller un petit peu plus loin en data science et je ferai une vidéo prochainement sur le sujet. Parce que les ressources gratuites, c'est super pour commencer, mais ça peut bloquer à terme dans ton développement, donc barre-toi jamais la route à un petit 10$ par-ci par-là. Aussi, je vais juste vous parler des plateformes que j'ai déjà essayées. Les autres, je ne peux pas ni les recommander ni les juger, je les ai pas essayées. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bien, donc si je parle d'une plateforme, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, ça veut sûrement juste dire que je ne l'ai jamais utilisée. Mais si toi, tu as essayé des plateformes que je ne parle pas ici aujourd'hui qui sont gratuites, n'hésite pas à les écrire en commentaire pour les autres viewers de Data Science Coach. La première plateforme, c'est Exercism.org. C'est une plateforme que j'ai découverte au début de 2021 et avec qui je suis tombé rapidement en amour. C'est une plateforme que je me sers pour améliorer mes compétences en programmation. Le concept est une série de courts exercices, des problèmes à régler dans un langage de programmation spécifique. Donc moi personnellement, je l'ai utilisé pour Python, Bash et JavaScript. Donc comme je te dis, je me suis abonné au parcours de Python où il y a 129 petits exercices à compléter. En bref, il y a l'énoncé du problème et on a à développer une fonction qui doit passer une série de tests qui est développée par le site. Un des défis lorsqu'on apprend à programmer est que c'est pas parce que notre code roule ou que ça fonctionne que c'est optimal, c'est la meilleure façon de régler le problème ou que c'est plaisant à lire pour les autres, donc qui va être facilement intégrable dans un travail, dans une équipe réelle, dans le monde réel, disons. La beauté de la plateforme se trouve dans son équipe de mentors. On peut demander à un mentor de réviser notre code. Il y a également toute une communauté de gens comme toi qui vont publier leurs résultats de ces petits exercices-là. Une fois que j'ai répondu à un problème, ce que j'aime faire, c'est aller voir comment d'autres gens ont répondu à ce même problème-là. Donc, après m'avoir cassé la tête sur un problème, je regarde ce que les autres ont fait et j'essaie de trouver une solution qui est encore plus optimale que la mienne et celle des autres. Donc, de créer une solution, en fait, qui est meilleure que nos deux solutions ensemble. Et parce que tout le monde a publié, tu as plein d'exemples de code et j'arrive habituellement à trouver cette solution qui est encore meilleure. Donc, j'apprends fortement dans ce petit site qui est exercice.org, assez incroyable. Si vous ne l'aviez pas encore compris, ce qui est incroyable sur ce site-là, c'est la rétroaction que l'on reçoit. Premièrement, on reçoit de la rétroaction directe par les tests sur les problèmes. Donc, on code et on peut directement demander à la plateforme est-ce que notre code fonctionne ou non. Deuxièmement, on a de la rétroaction de la communauté. En regardant ce que les autres ont fait, on peut voir qu'est-ce qui est différent entre notre méthode et la leur. Finalement, on peut recevoir de la rétroaction directement d'un mentor sur notre code à nous qui peut nous aider à s'améliorer et à mieux écrire ou écrire plus optimalement notre code. C'est un système à 3 niveaux de rétroaction qui est assez incroyable lorsqu'on apprend à programmer. C'est aussi une plateforme qui est open source et gratuite, donc à la fois la communauté et les mentors sont des bénévoles et je vous invite fortement à aller l'essayer. Bien que c'est une plateforme assez incroyable pour apprendre à programmer, c'est pas du tout une plateforme spécialisée en data science. Donc c'est une plateforme qui est plus at large pour apprendre à programmer. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais en soi, mais c'est assez générique. Donc si toi ton objectif c'est d'apprendre rapidement un cas d'usage du monde réel en data science, tu es probablement mieux de trouver un dataset que tu peux charger en Python, analyser un peu, faire des graphiques, à la place d'aller faire ces petits casse-têtes sudoku-là sur
exercices avec Python. Deuxièmement, c'est un type d'exercice de type, disons, drills. C'est comme, par exemple, lancer au panier au basket, aller tirer des balles au golf. C'est bien, mais c'est pas le jeu réel. Donc, c'est des petits drills qui sont découpés, mais pour la programmation. Le problème ici, c'est que ça sort du contexte réel, donc on n'est pas dans une application qui doit rouler, qui doit fonctionner, qu'on doit se connecter à une base de données. C'est vraiment juste des petits algorithmes qu'on construit et ça ne nous apporte pas directement à créer un réel produit à la fin. Ceci étant dit, c'est une des plateformes qui m'a le plus aidé à m'améliorer à l'écriture de programmes Python. Parce que le système de rétroaction est excellent. Donc, malgré les petites embûches qu'il peut avoir sur le système qui est un peu plus de type drills, je vous conseille fortement d'aller essayer cette plateforme. La deuxième plateforme est la plateforme Kaggle, qui est la plateforme, d'après moi, la plus populaire en data science. Kaggle a débuté comme un site de compétition de data science. L'idée derrière une compétition est de prendre un problème de prédiction. Chacune des équipes devra développer un algorithme qui s'approche le plus possible de la réalité, donc qui fait la meilleure prédiction possible. Exemple, disons que Air Canada organiserait un data challenge, ce qu'ils n'ont pas fait, mais disons que dans un monde parallèle, ça arrive. L'entreprise pourrait demander aux Kagglers, oui, c'est comme ça qu'on appelle les gens sur Kaggle, des Kagglers, de prédire la demande des billets d'avion pour certaines destinations, disons New York, Paris, LA, j'en sais rien. Donc, ce que Air Canada ferait, il te donnerait des données réelles du passé, disons les 3-4 dernières années pour ces destinations-là, avec aussi des variables explicatives, donc peut-être la saisonnalité, les situations économiques, d'autres billets vendus, et te demanderait d'entraîner un algorithme à prédire pour cette plage d'année-là. Par la suite, ton algorithme servirait à prédire soit en ce moment, soit dans un futur proche, quelle serait la demande réelle pour ces destinations-là. Et l'équipe qui est le plus proche remporte le money, le prix. Et sur Kaggle, il y a des prix réels en argent. Ça peut passer de dizaines à des centaines de milliers de dollars américains. Wouh! Participer à ce genre de compétition, c'est formateur, mais c'est extrêmement difficile. Pour arriver à un niveau de prédiction compétitif, il faut être sharp en maudit. Et la réalité, c'est que ça se finit toujours à 0.001% entre le premier et le centième. Donc, d'un point de vue business, il n'y a pas vraiment d'avantage à être premier ou centième. Mais dans le cas de la compétition, centième, t'as zéro, premier, t'as le money. Et oui, le core business de Kaggle, c'est ses compétitions. Par contre, aujourd'hui, le site offre beaucoup plus. Suite aux compétitions et parfois même en même temps, il y a des gens qui vont te montrer leur code de comment ils ont réussi à atteindre certains niveaux de prédiction. On peut donc apprendre des gens qui ont fait face au même problème que nous. C'est très pédagogique de se casser la tête sur un problème pour par la suite trouver un génie qui a répondu à ce problème-là de manière élégante. Tu t'en rappelles après. En plus des compétitions, il y a aussi juste des jeux de données qui ont été chargés sur le site pour que tu puisses jouer avec. C'est une bonne plateforme pour te trouver des idées pour un projet de portfolio. Finalement, la plateforme a même un module de cours en ligne sur plein de sujets. Je te conseille fortement d'y aller faire un tour. C'est un must, Kaggle. Le côté négatif de la plateforme, c'est son focus démesuré sur la performance des algorithmes. Comme je disais tantôt, la performance se joue entre le premier et le centième au centième ou millier de pourcentage près de précision. Tandis que dans le monde réel, ton boss, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est que ça marche tout le temps. Ton boss va aussi vouloir que tu puisses expliquer pourquoi ça prédit ça, puis dans quel cas ça va changer. Finalement, il va aussi vouloir que ton algorithme il roule rapidement. Donc, pour faire l'analogie, le but, c'est pas que l'auto roule le plus vite possible, mais c'est aussi d'être confortable, avoir des bons speakers, le cruise control. C'est ça un projet de data science dans le monde réel, c'est pas uniquement la performance de l'algorithme. Ceci étant dit, bien sûr, on parle quand même d'une des meilleures plateformes pour apprendre la data science, même avec celles qui sont payantes, qu'on parle pas dans cette vidéo-ci. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de gens qui ont programmé, il y a beaucoup d'exemples, donc let's go sur Kaggle, lance-toi dans une compétition. Finalement, la troisième plateforme pour apprendre la data science gratuitement, c'est YouTube. Si tu as vécu sous une roche depuis les 10 dernières années, YouTube est un site de vidéos en ligne.
Ce que j'aime sur YouTube, c'est la diversité du contenu et le moteur de recherche. Tu trouveras rapidement une vidéo répondant à une question précise. Exemple, comment utiliser une random forest avec scikit-learn en Python. Et bang, tu trouves une vidéo qui répond exactement à ta question. C'est donc une plateforme qui est très puissante au jour le jour. Par contre, c'est aussi un peu le défaut quand tu te poses une question un peu plus large. C'est là que tu te fais submerger d'informations. Et qui dit submerger d'informations dit tu vas probablement rien faire et juste scroller down. Si par exemple tu cherches à apprendre la data science pour le marketing, pour ton emploi spécifique sur YouTube, tu vas trouver vraiment plein de choses, mais potentiellement pas exactement ce qu'il te faut. La réponse va être beaucoup plus vague et tu peux tourner en rond longtemps. Il y a quand même certaines chaînes que j'ai utilisées pour apprendre des compétences particulières qui ont été incroyables pour moi. Entre autres, Charming Data sur YouTube pour les compétences en dashboarding de Plotly Dash est une chaîne à ne pas manquer. Et somme toute, YouTube est une ressource à ne pas négliger si utilisée de la bonne manière. Conclusion! Salut les blaireaux! Donc, si tu t'es rendu jusqu'à ce point de la vidéo, c'est parce que t'as aimé ça ou parce que tu laisses jouer YouTube dans le background. Ceci étant dit, si t'as aimé ça, s'il te plaît, clique sur j'aime. Si tu as des questions, va en commentaire. Et si tu veux continuer à avoir du contenu sur comment apprendre la data science, je t'invite à t'abonner ou à te connecter avec moi sur LinkedIn. Et à bientôt!